À tout le monde. Je pense qu'on va commencer. Il est 17h31. Donc, bienvenue. Ça, c'est notre troisième symposium pour le TECUM, notre programme de transition pour l'épilepsie, notre programme de l'Université de Montréal. Bien sûr, c'est une collaboration entre nous, le CHUM, un centre pour adultes, et le Saint-Justine, un centre pour les enfants. Mais notre but, c'est de non seulement aider les gens, les patients, les jeunes patients, les familles qui sont suivis dans nos centres, mais aussi les autres centres aussi. C'est une des raisons pour laquelle on a incorporé comme un format hybride pour ces présentations. Je suis Marc Kieser, je suis le directeur du programme, un neurologue, un spécialiste en épilepsie au CHUM. Je ne suis pas certain où diriger mes yeux actuellement, l'écran ou les personnes dans la salle. Mais en tout cas, voilà. Et puis, voilà, c'est une collaboration surtout avec Philippe Major qui, je pense, parmi nous, il est en ligne actuellement. Voilà. Je vais partager. Il y a une chose, une question, ça c'est notre troisième fois, je peux vous dire, une question qui est sortie la première puis la deuxième fois aussi. Et est-ce qu'il y aura des enregistrements disponibles de cette présentation? Oui, la présentation est enregistrée. Oui, elle va être disponible. Elle va être mise sur notre site web. Notre site web, le plan initial était que ça soit quoi? Démarrer au mois de décembre. Là, nous sommes rendus avril, pas encore, mais presque, bientôt. Le site web va inclure tous les enregistrements des anciens symposiums. Je vais maintenant partager l'écran avant que je commence à présenter nos conférenciers de ce soir. Parfait. Je vérifie l'autre ordi pour s'assurer que ça fonctionne bien. Oui. Donc, juste pour vous, vous êtes capable de voir qu'est-ce qu'eux, ils voient ici. Puis voilà. Donc, c'est notre troisième symposium. Ce soir, donc le premier, c'était une introduction au programme TECUM en général. Le deuxième était sur l'autonomie, la responsabilité, comment responsabiliser les patients avec épilepsie, surtout les patients peut-être qui ont des troubles cognitifs, des déficiences intellectuelles. Ce soir, l'idée est de présenter un peu sur l'épilepsie. Donc, un survol de c'est quoi l'épilepsie, quel est le jargon que nous, les médecins, on utilise quand on parle de l'épilepsie, puis parler un peu des autres, et certains considérations plus sociales, incluant le permis de conduire, des considérations qui sont très pratiques, très pertinentes. Nous avons deux personnes, deux conférenciers ce soir. On a Dr. Harris, donc Adji Nicolau, presque. Puis c'est juste une question, il faut pratiquer, je sais. Puis Dr. Lapalme-Mérémis, donc Dr. Harris qui travaille à Saint-Justine et Dr. Lapalme-Mérémis qui est un de mes collègues ici au chemin. Donc, oui, s'il vous plaît, je vous invite ici au podium. Puis, allez-y, je pense que tout fonctionne. On verra bien. Bonjour. OK, donc je vois l'écran là. Oui, et ça fonctionne. Donc, ça, c'est l'écran que tout le monde voit. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter au sujet de l'épilepsie. Donc, c'est un contenu assez général et assez médical aujourd'hui avec quelques éléments, là, surtout vers la fin, qui touchent plus spécifiquement là, à la transition. Les éléments que peut-être vous commencez à connaître ou à réfléchir là, lorsqu'on approche l'âge adulte. En fait, c'est surtout au niveau de la conduite automobile. Donc, comment je fais? Je peux faire la suivante, mais je ne vais pas faire ça à chaque fois. Les flèches? Oui, les flèches, OK, ils sont juste très lents. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la définition là, de l'épilepsie, la classification des crises de l'épilepsie. Dr. Harris va nous parler des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Et par la suite, on va parler des comorbidités de l'épilepsie, donc certaines qui deviennent peut-être plus importantes ou en tout cas prennent une nouvelle forme lors de l'âge adulte. Et on va parler du permis de conduire
qui est un des éléments là, qui devient important autour du temps de la transition. On ne va pas parler spécifiquement là, de la santé reproductive, mais ce serait peut-être un autre sujet qui devient important, pas nécessairement à 18 ans, mais autour de cet âge. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler de la première partie, la définition de l'épilepsie. Donc, premièrement, bon, avant de parler d'épilepsie, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi une crise d'épilepsie. Donc, ici, c'est une définition très, très officielle là, de la Ligue internationale contre l'épilepsie, mais c'est une manifestation transitoire de signes ou de symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone dans le cerveau. Donc, ici, il faut comprendre que la crise qui survient est causée par cette activité des neurones, donc les cellules principales du cerveau, qui soudainement s'activent en fait en groupe de manière qui n'est pas normale. Tous les cerveaux utilisent l'électricité pour leur fonctionnement normal, mais ici, la crise donc survient lorsqu'il y a trop d'activité. Et quand on parle d'une manifestation transitoire, c'est-à-dire c'est un événement qui a un début et une fin, et lorsque cette population de neurones du cerveau s'active, ça va mener à un symptôme ou un signe. La distinction, le symptôme, c'est ce que le patient ressent. Ce qu'un signe, c'est ce qu'on peut, nous, comme médecins ou comme autres personnes, pourraient observer. Et ça, quels seront ces signes et symptômes? En fait, c'est extraordinairement varié. Et c'est dû principalement à quelle population de neurones devient comme surexcitée. Là, si vous voulez. Et c'est intéressant de mentionner que tous les cerveaux humains, et en fait tous les cerveaux mammifères, et je crois probablement tous les cerveaux vertébrés, ont en fait cette capacité de faire des crises. Je dirais même plus, c'est comme si les cerveaux voulaient faire des crises. Dans la situation normale, il réussit parce que les neurones sont là justement pour faire des décharges électriques. Donc, au point de vue du neurone, il fait son travail quand il fait beaucoup de décharges, mais évidemment, il faut les contrôler. C'est quand on arrive à ne pas les contrôler que les crises épileptiques se manifestent. Donc, c'est pas juste les gens qui ont l'épilepsie qui pourraient faire des crises. En fait, c'est même pas seulement les gens avec l'épilepsie qui font des crises, mais c'est quelque chose qui est très profond et inné là, dans la capacité du cerveau. Donc, l'épilepsie, en distinction avec la crise d'épilepsie, c'est un trouble cérébral qui est caractérisé par une prédisposition persistante aux crises épileptiques. Donc, n'importe qui peut faire une crise épileptique, mais les gens qui ont l'épilepsie, c'est cette tendance à faire des crises épileptiques à répétition sans raison particulière, sans provocation particulière. Okay. Donc, ça, c'est l'épilepsie. Donc, pour revenir un petit peu plus, comme j'ai mentionné, qu'est-ce que c'est une crise? Donc, c'est un événement qui est transitoire, début et fin clair, pourrait se manifester spontanément ou être provoqué par des circonstances particulières. Il est associé vraiment à cette grande variété de signes et de symptômes qui pourraient varier selon le lieu d'apparition dans le cerveau, la façon que cette décharge électrique se propage dans le cerveau, la maturité du cerveau qui va déterminer quelles régions du cerveau sont connectées à quelle région, quelle est la maladie ou le processus sous-jacent qui a causé ou provoqué la crise et aussi le cycle éveil-sommeil. Donc, toutes sortes de facteurs qui peuvent influencer comment les crises vont se manifester. Et j'ai mentionné que c'est la population de neurones qui décharge, qui cause les symptômes. Donc, ça, c'est quelque chose qui se manifeste par une électricité un peu excessive. Et théoriquement, si vous avez un électroencéphalogramme, donc une machine où on met, la majorité des gens ici vont avoir eu l'expérience avec un électroencéphalogramme. Donc, on met des électrodes sur la tête et on mesure des différences de potentiel électrique au cerveau. Et quand quelqu'un fait une crise, du moins théoriquement, parce que le cerveau n'a pas été fait pour enregistrer, certains neurones sont cachés très profondément ou quelque chose comme ça. Des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais théoriquement, du moins si l'électrode, en fait, même pas théoriquement, si l'électrode était vraiment à la bonne place, pas nécessairement au scalp, celle-ci pourrait être enregistrée par électroencéphalogramme. Donc, revenant sur l'épilepsie, donc j'ai mentionné que c'était une prédisposition aux crises. Comment est-ce qu'on définit ça strictement? Bien, la définition classique, c'était que si une personne fait 2 crises
espacée de plus de 24 heures sans qu'il y ait eu un facteur provoquant, par exemple une maladie au cerveau, une méningite, une encéphalite, quelque chose ou une hyponatrémie, le sodium qui serait vraiment trop bas. Donc, s'il n'y a pas de facteur provoquant et à plus de 24 heures d'intervalle, la personne fait 2 crises dans sa vie, mais ça suggère qu'il va en faire probablement d'autres. Et donc, ça, la personne rencontrerait donc la définition d'épilepsie. Ça, c'est la classique. Mais on a ajouté à ça dans les dernières années, en 2014, là, aussi la possibilité d'avoir un diagnostic d'épilepsie avec une seule crise non provoquée, mais une probabilité de survenue d'une autre crise qui serait d'au moins 60 %. Alors, comment est-ce qu'on détermine que patient A, il y a une probabilité de survenue de crise de moins de 60 % et l'autre plus que 60 %? Mais ça, c'est par les tests, c'est par les électroencéphalogrammes, c'est par les résonances magnétiques. Et finalement, la personne qui va décider ça, c'est le neurologue. Okay? Donc, c'est quand un neurologue comme moi a fait une analyse approfondie du dossier, a connaissance des crises, a compris l'histoire, a considéré tous les facteurs dont les tests et juge. Évidemment, c'est un jugement là, qui peut très bien ne pas être parfait. C'est plus que 60 % des chances que cette personne-là va faire une autre crise. Et là, on peut donner le diagnostic d'épilepsie avec la première crise. La troisième façon, c'est un peu complexe. Là, je ne pense pas que je puisse vraiment discuter de ça, mais il y a certains syndromes épileptiques, c'est-à-dire des conditions où les gens ont de l'épilepsie, mais il y a aussi d'autres caractéristiques qui vont avec ça. Si tout va ensemble, en principe, généralement, ces patients-là ont fait plus que 2 crises, il faut dire, là, mais théoriquement, on pourrait diagnostiquer ça sans les 2 premiers éléments. Donc, deuxièmement, je vais vous parler de la classification des crises de l'épilepsie. Donc, la classification des crises, je pense que l'important, c'est de retenir que les crises sont classifiées par l'emplacement et la distribution de la crise dans le cerveau et la grande classification. Donc, la première chose que votre neurologue, une fois qu'il a déterminé ou décidé que vous avez l'épilepsie, ce qu'il va essayer de comprendre ou de savoir, pas nécessairement en discussion avec le patient, là, mais dans les notes des médecins, il devrait très clairement démontrer un effort d'essayer de classifier l'épilepsie en catégories. La grande classification, c'est est-ce que la crise, elle est généralisée ou est-ce qu'elle est focale? Est-ce que l'épilepsie est focale ou généralisée? Donc, généralisée, ça veut dire que plus ou moins en même temps, cette activité, ces décharges électriques qui définissent là, les crises, est-ce qu'elles se propagent? En fait, est-ce que se manifeste presque immédiatement dans les 2 hémisphères cérébraux? Est-ce qu'il y a une communication très, très rapide entre les hémisphères qui mène à la crise ou est-ce qu'elle est focale? Cela voudrait dire que la crise débute clairement dans un des 2 hémisphères et pourrait rester, en fait, vraiment dans une région très localisée, très focale, ou pourrait même être assez distribuée, mais demeure quand même maximale d'un côté, au moins dans la partie initiale de la crise, mais pourrait se propager de l'autre côté éventuellement. Et celles-ci vraiment vont être décrites par les manifestations cliniques qui vont être très, très, très individuelles, là, très, très, très spécifiques à la crise. Il y a un troisième type qui est inconnu. Souvent, ça c'est pas vraiment un type de crise, mais c'est une situation où le neurologue, le médecin ne peut pas déterminer est-ce que ce sont des crises généralisées ou focales. En fait, c'est pas rare qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais en général, si l'épilepsie elle est sévère, on peut très bien déterminer un ou l'autre. Mais quelqu'un qui a fait 2 crises dans sa vie, il y a quelques années, des fois, ça pourrait être difficile de savoir est-ce qu'elles étaient généralisées ou focales. OK? Mentionner juste très rapidement que la ligne entre les crises généralisées et les crises focales, il y a quand même un espèce de spectre. Il y a des patients qui se situent un petit peu entre les deux. Mais la majorité des patients, on peut classifier assez bien entre généralisé et focal s'il y a de nécessité et si on fait l'effort nécessaire pour arriver à cette distinction. Donc, si on regarde un peu plus en détail comment on classifie maintenant les crises, donc la grande classification, c'est focale, généralisée ou inconnue. OK? À l'intérieur des crises focales, la grande distinction, c'est est-ce que la conscience du patient elle est préservée ou est-ce que le patient a une altération de la conscience durant cette crise? Pas toujours évident de le savoir. Souvent, malheureusement, les patients ne sont pas en mesure d'en être certains. Et l'autre question qu'on se pose, est-ce que le début est moteur, c'est-à-dire est-ce qu'il commence avec un mouvement ou il commence avec un
pas un mouvement, une sensation, généralement. Et finalement, là, c'est la version qu'on dit basique. Là, donc, la vraie classification a beaucoup plus d'éléments. Mais l'autre question, on mentionne qu'une crise focale peut devenir ce qu'on appelle maintenant bilatérale tonico-clonique. Donc, il peut devenir ce qu'on appelait avant une crise généralisée. Mais on a évité cette terminologie-là lorsqu'on parle d'une crise focale parce que ça mène à la confusion entre crise focale et généralisée qu'on veut garder assez clair. Pour ce qui est des crises généralisées, elles sont bien motrices ou non motrices. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les sous-types de crises qu'il peut y avoir dans chacune de ces deux, mais juste rapidement, la crise motrice la plus importante, c'est la crise tonico-clonique généralisée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait dans le vieux temps là, les grands mal, là, les grosses crises convulsives que les gens connaissent probablement le mieux. En fait, que les gens qui n'ont pas vraiment d'exposition à l'épilepsie vont probablement identifier comme la seule façon de faire une crise d'épilepsie. Donc, en général, si ça commence comme ça, ce sont des crises qui rentrent dans la classification généralisée. Et l'autre grande catégorie de crises généralisées, ce sont les crises d'absence qu'on observe chez les enfants, principalement chez les adultes des fois aussi, où soudainement, ils arrêtent de réagir à l'environnement. On a des crises focales qui mènent à des manifestations semblables, mais à l'EEG, on peut faire une très grande distinction. Et le terme absence, dans la terminologie, fait référence très spécifiquement à l'épilepsie qui est toujours généralisée. Si on avait l'EEG, on pourrait le savoir avec certitude. Bon, et je ne rentrerai pas trop là, dans les crises à début inconnues ou non classées. Donc, évidemment, vous ne lirez pas, à moins de devenir neurologue, des EEG dans votre vie, mais juste pour vous montrer très rapidement comment on peut voir cette activité-là. Je veux dire, cette activité-là est très, très évidente. Donc, un EEG, très rapidement, démontre là, des différences de potentiel électrique sur la surface du scalp, sur un axe temps. OK? Donc, chaque ligne verte représente 1 seconde. Donc, ici, il se passe environ 10 secondes. Et ici, on a ce qu'on appelle des dérivations. Donc, vous avez 2 électrodes et on compare le potentiel électrique à 2 électrodes. Je ne vous parlerai pas trop là, de... Comme neurologue, moi, je vois les électrodes et je sais exactement où elles se situent avec leur nom. Mais ce que vous voyez ici, c'est une crise d'absence, un enfant qui soudainement ne répond pas aux consignes. Et ce que vous voyez, c'est cette activité ici pointue de ce qu'on appelle de pointe onde, qui est très généralisée dans le sens que vous voyez qu'elle est dans toutes les dérivations. Donc, instantanément ou très rapidement, on a une activité très généralisée. Alors, il s'agit ici d'une crise généralisée de type absence. Okay? On a des commentaires de nos technologues EEG qui nous disent un peu ce qui s'est passé durant la crise. Ici, on a c'est pas une crise, mais c'est une pointe épileptique qu'on dit focale. Focale parce qu'elle survient ici et ici. Il faut savoir là, que c'est assez proche l'un de l'autre. Mais dans une région, il y a quelque chose d'anormal. Juste dans une région, si vous regardez ailleurs, au même moment, tout semble très normal. Donc, c'est par ça qu'on veut dire focale, c'est dans une région. Et ici, on a, je crois, chez le même patient, ce qui est une crise focale. Encore une fois, il faut que vous me fassiez un peu confiance que cette activité ici, que vous voyez ici, c'est la crise, mais vous voyez que cette activité-là est vraiment juste dans une région. Dans les autres régions, on la voit peu ou pas du tout. Donc, c'est ça qu'on entend par une crise focale. Finalement, il y a la classification, pas juste des crises, mais des épilepsies. Ça, c'est plus complexe. Je ne veux pas mettre trop de temps là-dessus, mais l'épilepsie peut être classifiée donc à 3 niveaux. Un, dans le type de crise. C'est assez simple. Si la personne fait des crises focales et juste des crises focales, eh bien, ils ont une épilepsie de type focal. Mais aussi, dans la classification, ou bien généralisée, ou bien des fois, rarement, des patients peuvent avoir les deux, ou bien ils sont inconnus. Okay? Et aussi, on peut classifier par le syndrome épileptique, là, que, comme je vous dis, je passerai assez rapidement. Et l'autre chose qui est importante dans la classification et dont je n'ai pas vraiment parlé, là, qui peut vous sembler un peu mystérieux, c'est pourquoi est-ce que les gens ont l'épilepsie? En fait, c'est presque toujours la question que les gens nous demandent, nous posent quand ils ont un nouveau diagnostic d'épilepsie. Alors, dans la classification, on considère aussi la cause de l'épilepsie. Tout cerveau peut faire une crise, mais pourquoi est-ce que cette personne-là en fait actuellement? Donc, ou bien il y a un problème. Alors, la classification se fait structurelle, donc il y a une masse ou il y a quelque chose dans la structure du cerveau qui en est responsable. Ça peut être une cause génétique. Quelqu'un peut avoir eu une infection ou peut continuer à avoir une infection métabolique. Il peut avoir un dérangement dans le corps. Le cerveau, lui, il baigne dans ce qui se passe dans le corps. Donc, ça aussi, ça peut l'être, ou bien pour des raisons génétiques ou autres. Des fois, il y a des causes auto-immunitaires où le système immunitaire va attaquer des composants du cerveau et mener à des crises. Ou, en fait, encore une fois, et ça, c'est pas rare, la cause peut tout simplement demeurer inconnue. Alors, l'épilepsie d'un patient peut être classée dans plus qu'une catégorie
par exemple, on pourrait avoir une infection qui devient un abcès, donc il y a une cause structurelle et infectieuse chez le même patient. On pourrait vous trouver beaucoup d'exemples de différentes façons de surclassifier. Donc, on essaie de classifier, mais vous comprenez que c'est très complexe. Donc, ici, je vous montre juste le schéma de la classification. Et je pense que Dr. Harris va prendre la relève pour parler des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Parfait. Donc, quand on parle de traitement, il faut commencer avec quelques principes de base. Le premier, ça, c'est tous des principes généraux, puis évidemment, chaque cas est individualisé, donc il faut aller cas par cas, mais on ne traite généralement pas une première crise seule. La prochaine étape, c'est lorsqu'un médicament anti-crise, c'est un acronyme qu'on va utiliser assez souvent, est débuté, on poursuit généralement pendant au moins 2 ans sans crise. Le premier médicament, s'il est bien choisi, il fonctionne à peu près à la moitié des cas. Donc, il y a quand même beaucoup d'essais-erreurs dans l'épilepsie. Ce n'est pas une science exacte, malheureusement. Puis, plus le nombre de médicaments anti-crise qui ont été tentés augmente, plus de chances de contrôler l'épilepsie avec des médicaments, elle diminue. Donc, il y a plusieurs facteurs à tenir en compte quand on choisit un médicament anti-crise pour essayer le plus possible de faire le meilleur choix dès le début. Puis ça implique beaucoup de choses qu'on vient de discuter. Donc, quel était le type de crise? Est-ce que c'était une crise, comme on a dit, focale, généralisée, inconnue? Est-ce qu'il y a un syndrome épileptique qui peut aider justement à guider le traitement? On sait qu'il y a certains médicaments qui ont de l'évidence dans certains syndromes spécifiques. Est-ce qu'il y a des comorbidités chez ce patient-là? Est-ce que ce patient a d'autres problèmes de santé qui peuvent nous aider et nous guider dans le traitement, soit parce qu'on sait qu'un certain traitement peut détériorer une autre condition, ou parce qu'un certain traitement pourrait aider à une autre condition que le patient aurait en même temps. Des exemples, on a comme des mal de tête, des céphalées, de l'obésité, des difficultés avec la déglutition, la dysphagie, de l'anxiété ou des troubles de l'humeur. Il y a aussi des troubles, des contre-indications relatives. Donc, il y a certaines conditions qu'un patient pourrait avoir, comme une maladie chronique, être enceinte, avoir des allergies qui vont aussi jouer dans le choix du médicament. Puis, finalement, les interactions entre les différents médicaments que le patient pourrait soit prendre pour son épilepsie ou pour d'autres choses. Puis, pourquoi prendre un médicament pour l'épilepsie? Mais la première chose, c'est que lorsqu'on a un diagnostic d'épilepsie, on sait que si on suit ces patients-là à long terme, sans médication, ils vont avoir une autre compulsion par la suite. Avec le premier médicament, comme on vient de dire, à peu près la moitié vont plus avoir de crise par la suite. Avec le deuxième médicament qu'on rajoute, là, on se rend à peu près à 60%, le 2/3 qui vont être exempts de crise, donc sans crise. Mais après 2 échecs de médicaments qui ont été choisis de façon appropriée, dosés de façon appropriée, tolérés en termes d'effets secondaires, c'est à ce moment-là qu'on diagnostique ce qu'on appelle une épilepsie réfractaire parce que les chances d'avoir une vie sans crise avec le 3e, 4e, 5e médicament n'augmentent plus beaucoup. Et pourquoi c'est important de parler d'épilepsie réfractaire? Parce que, comme on sait que les médicaments vont plus marcher aussi bien, il faut offrir les autres options disponibles aux patients. Donc, l'épilepsie réfractaire peut avoir plusieurs autres comorbidités, plusieurs autres issues qui sont importantes à noter. On sait qu'en utilisant beaucoup de médicaments pour ces patients-là, on peut avoir des effets secondaires. Si on a des crises qui persistent, on peut avoir des risques de mortalité plus élevés. On sait qu'à long terme, de l'épilepsie pas contrôlée et l'effet de plusieurs médicaments peuvent avoir des impacts sur notre cognition. Ça peut mener à des hospitalisations, ça peut affecter la qualité de vie et ça peut causer des coûts pour la société aussi. Donc, dès ce diagnostic-là, il faut offrir les autres options et c'est ça qu'on va parler dans les prochaines quelques minutes. Donc, quand on parle d'autres options, les traitements qui ne sont pas les médicaments anti-crise classiques, on parle généralement de quelques catégories. Donc, moi, j'ai mis les 3 catégories les plus fréquentes, diète cétogène, huile de cannabis et chirurgie d'épilepsie. Donc, si on passe une par une, la diète cétogène est une diète, donc un régime alimentaire, avec un mécanisme qui demeure flou. On ne sait pas exactement pourquoi ça marche. Il y a plusieurs hypothèses, mais on n'est pas sûr 100% pourquoi ça marche. Ça peut fonctionner autant pour les crises généralisées ou focales. Ça, c'est important à savoir. Puis l'efficacité, c'est environ 50% des patients vont voir une réduction de environ 50% de leur crise, avec des données qui sont un peu mieux chez les enfants que chez les adultes. Puis on sait que
La grande majorité de ces patients-là vont montrer des bénéfices assez tôt, donc dans les premières semaines, mais ça peut prendre jusqu'à quelques mois pour voir les effets optimaux. Puis, une minorité des patients vont pouvoir être sancés juste avec la diète cétogène. Et l'efficacité peut être maintenue après le sevrage chez une majorité des patients. Puis ça, c'est des chiffres pédiatriques. Donc, chez la population adulte, c'est des fois un peu différent avec moins d'efficacité maintenue à long terme. En termes de la diète, pourquoi on ne la fait pas pour tous? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la première chose qu'on fait? Bien, ce n'est pas facile à faire une diète. Premièrement, quand on regarde l'assiette là, que j'ai mis sur le côté à droite, ça, c'est une assiette qui reflèterait une diète cétogène. Donc, pour pouvoir avoir un corps qui utilise des cétones comme source d'énergie, il faut que la grande majorité de notre diète se compose de lipides ou de gras. Donc, on parle d'à peu près 90 de nos apports pour une diète classique 4-1. Ça veut dire que les protéines, c'est 6 les glucides, c'est 4 Fait que c'est de manger beaucoup de lipides, beaucoup de gras. Et il faut que ce soit quelque chose qui est maintenu à travers le temps parce que notre corps va toujours choisir la voie d'énergie la plus rapide. Et les glucides, ben, c'est plus rapide. Donc, c'est sûr que si on a bien fait notre diète cétogène toute la journée, mais là, on prend un cupcake avec du glaçage au Nutella, on n'est plus en cétose. C'est fini. Puis ce débalancement rapide peut même mener à des conséquences néfastes. On peut non seulement faire des crises, mais on pourrait faire une crise plus prolongée que d'habitude, puis pour peut-être même être hospitalisé pour ça. L'Oasis a un arrêt planifié, on s'entend. Okay, c'est bon. Parfait. Donc, ce n'est pas une diète qui est facile à adhérer juste en termes de la diète en tant que telle. En plus, il y a des problèmes au niveau du coût. Donc, lorsqu'on parle des coûts de la diète, c'est plusieurs éléments qui rentrent là-dedans. Un, il faut peser les aliments pour avoir le plus de précision possible. Fait qu'on a notre petite balance pour essayer de peser les choses pour être le plus spécifique possible. Deux, tout ce qui est des aliments qui sont processed, donc toutes les choses qu'on peut acheter de façon facile, comme au marché, au coin de la rue, souvent sont processed puis sont maintenus avec des glucides. Donc, on ne peut pas facilement manger ces choses-là. Pour la portion qui est protéinée, habituellement, ça doit être des aliments qui sont frais, donc sans autres préservatifs pour contribuer des glucides. Fait que des aliments qui sont frais, qui ont besoin de habituellement un frigo pour les garder bien, ça rend les coûts plus augmentés. Puis ça rend aussi la logistique plus difficile pour des choses comme des voyages, une fin de semaine au chalet, une fin de semaine dans un hôtel. Donc, il y a des difficultés logistiques qui viennent avec ça aussi. Puis aussi, il y a des effets secondaires de la diète qui ne sont pas négligeables. On peut évidemment avoir une hypoglycémie. On prend moins de glucose, moins de sucre, donc on est à risque d'avoir un taux de sucre plus bas dans le sang. On peut avoir des nausées ou des vomissements, on peut être constipé, on peut faire des pierres aux reins, on peut avoir des problèmes de lipides, on peut avoir des retards dans notre croissance ou des problèmes osseux. Donc, c'est pour ça que c'est un régime qui est pris au sérieux puis qui est monitoré de près avec une équipe multidisciplinaire où est-ce qu'on est capable de faire le suivi et d'assurer qu'on supporte le patient, on vérifie qu'il n'y a pas de carence en vitamines, carence en autres nutriments, que la diète est quelque chose qui fonctionne bien pour lui ou elle. Mais quand on est capable de tout faire ça, ça peut être très efficace. Donc, ça, c'est pour la diète cétogène. Le deuxième traitement qu'on va discuter un petit peu, c'est l'huile de cannabis, qui est principalement constituée de cannabidiol. Donc, quand on parle de l'huile de cannabis, encore une fois, le mécanisme n'est pas tout à fait connu. On ne sait pas pourquoi ça marche. Il y a une différence, c'est différent là, dans l'huile de cannabis, c'est constitué à partir de certains éléments du cannabis, mais le cannabis en tant que tel a deux composantes principales, le CBD et le THC. Le THC, c'est l'élément qui donne l'euphorie, le high, l'élément pour lequel la plupart des gens fument du cannabis. Puis lorsque nous, on parle de l'huile de cannabis, on ne parle pas du tout du THC, on parle de l'autre composante principale qui s'appelle le CBD. Et ce CBD-là, c'est la portion qui a un effet qui est plus calmant. C'est calmant non seulement pour nous, mais aussi pour notre système nerveux central et pourrait donc potentiellement diminuer les crises qu'on a. En termes de quelle est sa place dans l'épilepsie, c'est clairement pas un traitement qui est de première ligne ou de première intention parce que c'est comme un autre médicament. Il y a des effets secondaires qui peuvent être comme les autres médicaments, peut avoir un impact sur les organes internes, donc il y a des prises de sang à faire, dépendamment des autres médicaments avec lesquels on prend, et il y a des interactions médicamenteuses.
Et en termes d'efficacité, l'efficacité qu'on a dans les études, c'est juste pour certains cas particuliers d'épilepsie réfractaire. Donc, on peut l'essayer dans d'autres cas d'épilepsie réfractaire, mais sans avoir une claire indication ou des études qui supportent ce bénéfice-là. Donc, encore une fois, ça devient très cas par cas. Les 3 syndromes dans lesquels on a une évidence, c'est le syndrome de Dravet, le syndrome de Lennox-Gastaut et la sclérose tubereuse de Bourneville. Et dans ces syndromes-là, c'est quelque chose qui a été étudié comme un traitement complémentaire. Donc, en ajout aux autres traitements et pas un traitement tout seul. Donc, on a besoin encore de plus de recherche pour savoir quoi faire avec ça. Finalement, la chirurgie d'épilepsie, ça, c'est une option qui peut parfois être curative, donc peut parfois enlever l'épilepsie au complet. Donc, c'est quelque chose dont les patients méritent une évaluation plus approfondie, mais ce n'est pas tout patient qui va être candidat à une chirurgie potentielle. Le but de ça, c'est vraiment de traiter l'épilepsie en enlevant la zone qui génère les crises, puis en évitant de causer trop de problèmes en même temps qu'on enlève cette zone-là. Donc, le pronostic après une chirurgie, ça dépend vraiment de la cause de l'épilepsie, ainsi que si on est capable de tout enlever la portion qui génère les crises. Donc, lorsqu'on établit un diagnostic d'épilepsie réfractaire, on offre aux patients la possibilité d'avoir une évaluation préchirurgicale et ça inclut plusieurs investigations. J'en ai nommé quelques-unes. Puis, la plupart ont une option, mais à quel point cette option-là va aider, mais ça dépend vraiment de chaque patient. Donc, c'est des choses à discuter là avec le neurologue par rapport à la situation particulière. Puis, on sait que les différentes interventions ont des taux de succès différents, dépendamment de justement quelle est l'intervention, quelle était l'indication et qu'est-ce qu'on est capable d'enlever. Puis, chez les bons cas candidats chirurgicaux, on espère guérir l'épilepsie après la chirurgie, on n'espère pas avoir de déficit ou de changement cognitif, puis on espère pouvoir sevrer au moins une partie de la médication, si pas toute la médication. Donc, c'est juste quelques grandes lignes là-dessus. S'il y a des questions, on pourra en parler à plus tard. Ça, c'est juste un exemple d'un patient qui pourrait aller vers une chirurgie d'épilepsie. Donc, juste pour démontrer que l'IRM peut être normal parfois, mais on peut voir des changements aux autres tests. Donc, ici, on voit qu'il y a un manque de métabolisme au TEP scan qui a été fait, avec un différent type de TEP scan qui montre une augmentation de métabolites, un autre type de métabolite, avec de différentes investigations qui nous montrent que c'est la même région. Donc, même dans l'absence de lésion, on peut des fois procéder à des investigations en une autre étape, donc des investigations invasives pour déterminer d'où viennent les crises et de pouvoir offrir une chirurgie comme ce qu'on montre ici dans la diapo. Ça, c'est juste des cas d'implantation qui ont mené à une chirurgie éventuelle. OK, donc ça, c'était pour les traitements complémentaires autres que les médicaments. Les dernières choses que je vais parler, c'est rapidement juste les comorbidités qui peuvent venir avec l'épilepsie. Donc, l'épilepsie peut, en tant que telle, avoir plusieurs comorbidités et pour plusieurs raisons. Mais des fois, on a d'autres comorbidités par chance, ça arrive. On peut avoir 2 choses. Des fois, l'épilepsie peut causer une autre condition. Donc, ça, c'est important à savoir. Ça peut être la conséquence de l'épilepsie. Donc, on peut avoir une épilepsie, on peut par exemple faire une crise, avoir un trauma crânien par la suite, avoir des conséquences de ça. On peut avoir une comorbidité qui peut être causée par le traitement de l'épilepsie. Donc, on peut donner un certain traitement puis causer un autre problème. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable et ça joue dans notre choix de médicaments de thérapie pour chaque patient. Puis, des fois, une comorbidité et l'épilepsie peuvent partager certains facteurs de risque. Donc, on peut avoir un problème, par exemple, génétique sous-jacent qui peut causer un trouble cognitif et une épilepsie, qui peut causer un trouble de sommeil et une épilepsie, un trouble de l'humeur et une épilepsie, par exemple. Et les comorbidités les plus fréquentes qu'on voit avec l'épilepsie, c'est des troubles cognitifs ou une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme, des troubles de l'humeur ou de l'anxiété. On voit souvent des crises non épileptiques. Donc, chez des patients qui ont de l'épilepsie, on peut parfois voir des crises qui ne sont pas dues à une activité électrique anormale. On sait qu'il y a plusieurs facteurs là-dessus, fait qu'on pourrait en discuter peut-être dans une autre capsule du décom éventuel. On peut voir des troubles du sommeil, des mal de tête,
ainsi que d'autres comorbidités qui peuvent être liées à leur traitement à court, long ou moyen terme. Surtout des choses comme au niveau de la santé osseuse ou au niveau de notre métabolisme. Et c'est pour ça que c'est important d'être au courant de nos comorbidités potentielles, de les dépister dans les suivis qu'on fait avec les patients, puis de monitorer les comorbidités pour lesquelles on serait à risque avec certains traitements ou interventions. Donc, c'est tout pour cette section. Donc, on va poursuivre avec une discussion sur le permis de conduire. Là, comme j'ai mentionné, comme neurologue adulte, épileptologue adulte, c'est le genre de problème auquel on commence à penser souvent au moment de la transition. Donc, on a choisi ça aujourd'hui pour sujet de discussion. Donc, la première chose que je voudrais mentionner, c'est que pour la conduite automobile, évidemment, c'est une question légale, ce n'est pas une question médicale. Les règles qui entourent la conduite automobile peuvent varier très largement selon la province, l'État aux États-Unis ou les pays, et tout ça pourrait changer, c'est-à-dire si le gouvernement décide de changer les règlements, il va falloir que tout le monde s'y adapte. Donc, l'information que je vous donne va surtout s'appliquer, évidemment, au Québec, mais la situation pourrait être différente dans une autre province. Okay? Si on va très généralement, en tout cas certainement au Québec, l'épilepsie qui n'est pas contrôlée, généralement, ce n'est pas compatible avec la conduite automobile. Donc, il y a des exceptions, là, on va en parler, mais si quelqu'un continue à faire des crises épileptiques qui peuvent survenir à tout moment, il n'est probablement pas sécuritaire de conduire un véhicule. Par contre, et ça c'est important, tout le monde ne le réalise pas, c'est que l'épilepsie qui est bien contrôlée, et par bien contrôlée, on entend que la personne ne fasse plus de crise grâce au traitement ou pour d'autres raisons, ben ça, généralement, c'est compatible avec la conduite. Donc, en fait, on a une grande partie de nos patients qui conduisent des véhicules. Okay. La loi fait la distinction entre les différentes classes de permis est vraiment beaucoup plus stricte pour les gens qui conduisent professionnellement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des permis de conduite juste de normaux pour les personnes qui ne sont pas des conducteurs professionnels. Mais je vous mentionne là, que, par exemple, pour un camionneur, les règles sont vraiment énormément plus strictes. Et ça s'explique par le fait que, par exemple, si vous conduisez, je ne sais pas, 1% du temps, et que même si vous êtes à risque de faire la crise, bon, évidemment, ce ne serait pas 1% du temps, mais on peut imaginer que c'est ça ou moins. Les chances que vous allez faire une crise lorsque vous conduisez va être 1 sur 10 000, si je calcule correctement. Mais si vous conduisez 75% du temps, bien là, vous avez 3/4% des chances que vous allez faire que votre crise au volant. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des classifications. Donc, la seule chose que je vais mentionner sur la conduite professionnelle, et c'est encore pire, là, comme vous pouvez imaginer pour les pilotes d'avion, c'est que même si votre épilepsie elle est bien contrôlée autour de 18 ans, même si possiblement vous répondriez au caractère strict d'un camionneur, c'est probablement pas le choix de carrière le meilleur pour vous. Et il y a d'autres aussi, là, je devrais mentionner d'autres professions dans lesquelles vous pouvez imaginer. Alors, c'est bon de savoir avant de commencer une profession, est-ce que tout le plan, parce que quand c'est interdit et il y a aucun, je veux dire, j'ai déjà eu à dire à des pilotes d'avion que leur carrière de pilote est essentiellement terminée. Donc, même si votre épilepsie semble bien contrôlée, essayez de trouver un rêve qui ne serait pas immédiatement déraillé si vous faites une seule crise plus tard dans la vie. Donc, juste un petit conseil comme ça, général. Oui, pilote, c'est 10 ans et même ça, c'est dans des circonstances très, très particulières. Donc, enfin, je mentionne ça. Mais pour revenir à la conduite automobile de tous les jours, qui concerne la majorité des gens ici, je pense. Donc, la première chose, c'est juste, et là, je vous donne les règles générales du Québec. Ici, je veux juste être très clair, et ça va être vrai probablement pour les questions aussi. Là, on ne vous donne pas un conseil légal ou un conseil médical ici. C'est une information d'ordre général qui serait bien sûr
à confirmer avec votre médecin avant de décider de conduire ou de ne pas conduire. Mais au Québec, et ça, c'est pas pareil dans toutes les provinces, c'est la responsabilité du conducteur d'aviser la SAC de toute condition médicale qui pourrait affecter sa conduite, dont l'épilepsie. Et ceux parmi vous qui ont déjà renouvelé un permis, si vous avez fait attention, en fait, il y a même une coche que vous pouvez cocher pour dire spécifiquement pour l'épilepsie, oui, j'ai l'épilepsie. Alors, le gouvernement veut, en fait, exige que si vous avez une condition épileptique, que vous leur avisez. Ça, c'est la responsabilité du conducteur. Ce n'est pas la responsabilité principale du médecin ou de la SAC ou de je ne sais pas qui d'autre. C'est au conducteur qui est responsable de l'aviser. Si le conducteur n'avise pas, il pourrait être à risque là, de conséquences légales. Du point de vue du médecin, le médecin a la discrétion d'aviser, mais en général, le médecin ne va pas aviser la SAC du fait que un patient a l'épilepsie, sauf dans la circonstance où le médecin a vraiment raison de croire que malgré le fait que le médecin a donné la consigne, et c'est la responsabilité du médecin d'informer le patient qu'il devrait aviser la SAC ou ne devrait pas conduire, mais s'il donne cette consigne et par la suite a une information, souvent c'est lorsqu'un patient qui avait dit qu'il ne conduisait pas fait par exemple un accident routier ou dans la discussion, oui, je sais, Doc, vous m'avez dit que je ne peux pas conduire, mais en réalité, là, moi, j'ai continué à conduire. Si on a, ça arrive, si on a une information comme ça qui nous vient, là, on doit en fait aviser la SAC. On a un formulaire, là, en fait, je pense que c'est où on peut aviser la SAC et on doit le faire. Cela étant dit, on n'est pas la police, on n'a pas la responsabilité d'aller vérifier si oui ou non les patients ont écouté nos consignes. Mais si pour une raison ou une autre, cette information nous devient connue, là, on doit en aviser. L'autre chose que je vais mentionner avant de rentrer dans la spécificité de la loi, si un médecin émet une interdiction de conduire dans n'importe quelle circonstance raisonnable, là, qui ne serait peut-être pas prévue par la loi, celle-là doit être respectée. Évidemment, la loi, elle n'a pas nécessairement pensé à toutes les circonstances possibles. Donc, il peut arriver que le médecin juge une situation particulière comme étant non sécuritaire et avise un patient de ne pas conduire. Et si ça, c'est écrit dans le dossier médical, ça a la force de la loi. Donc, j'entends peut-être des questions là, qui surviennent tout d'un coup. Je ne sais pas, ou un chat. OK, oui, c'est juste à chaque fois que vous faites un chat, ça fait un bruit. Donc, si des questions, attendez, s'il vous plaît, que la discussion soit finie. Donc, la règle générale, si une personne fait une crise épileptique unique et qu'à l'investigation, le GIM dont je parlais au début, il n'y a pas de diagnostic d'épilepsie, ben là, l'interdiction de conduite se maintient pendant 3 mois. Généralement, l'investigation va prendre pas loin de 3 mois. Donc, le temps qu'on ait fait les IRM, les EEG, 3 mois est passé. S'il n'y a pas de diagnostic d'épilepsie, vous devez, là, vous pouvez reprendre la conduite. Une fois qu'il y a un diagnostic d'épilepsie, je vous ai parlé du diagnostic au début, chaque crise épileptique entraîne un arrêt de conduite de 6 mois. Donc, vous avez vraiment besoin de maintenir un arrêt de crise pendant 6 mois. Évidemment, en général, nos patients font des crises plus souvent qu'aux 6 mois ou bien n'en font pas du tout. Mais si jamais un patient a une épilepsie qui était bien contrôlée pendant 3 ans, fait soudainement une crise, il ne pourra pas conduire pendant 6 mois. Mais si le contrôle est maintenu par la suite, il pourra reprendre la conduite. C'est pour ça que je mentionnais plus tôt que si ça aurait eu des conséquences catastrophiques pour votre travail ou d'autres circonstances, essayez de tenir compte un petit peu de ces circonstances-là dans votre vie. Ça peut être très problématique pour certaines personnes, pas du tout un problème pour d'autres. Okay? Donc, quelles sont des situations particulières? Il me reste cette situation particulière, là, il me reste deux diapos. Donc, premièrement, des situations là, qui sont un peu différentes de ce que je viens de vous dire, là, le 3 mois et le 6 mois. Donc, si les crises surviennent uniquement au sommeil ou uniquement immédiatement suivant l'éveil, mais que pendant 1 an, et que pendant 1 an, il n'y a pas eu aucun autre type de crise, par exemple une crise survenue dans le jour, en fait, on peut conduire même si on faisait des crises
toutes les nuits qui étaient toujours durant le sommeil. Mais là, si vous faites une crise d'un autre type à un moment donné, là, c'est 1 an de temps qu'il faut attendre avant de pouvoir reprendre la conduite automobile, malgré les crises au sommeil. Si quelqu'un fait des crises focales qui, vraisemblablement, n'occupent qu'une petite région du cerveau et qu'il n'y ait aucune altération de la conscience, ni des manifestations qu'on dit adversives, c'est-à-dire que la tête ou les yeux vont soudainement bouger d'un côté ou de l'autre, et que ces crises sont limitées à un seul site anatomique, par exemple la main droite, ou quelque chose comme ça. Et aussi, je pense qu'on pourrait ajouter qu'il n'y a pas d'autres éléments qui nous font croire que ces crises-là seraient dangereuses si elles survenaient durant la conduite. Et en plus, qu'il n'y a eu aucun autre type de crise pendant 1 an. Des patients qui font des crises focales régulièrement peuvent conduire dans ces circonstances. Ici, je vais vous dire que lorsque j'ai des difficultés avec les patients sont déçus ou on peut avoir une petite difficulté, on peut le dire. C'est parfois les patients ne sont pas toujours conscients de leur altération de la conscience. Donc, ils vont dire « Ah, mais je suis toujours éveillé, docteur. » Ça peut des fois créer un peu de friction ou parfois, moi, je ne peux pas déterminer. Peut-être qu'ils ont même raison, mais il n'y a pas assez d'informations pour que j'en sois convaincu. Ça aussi, des fois, ça peut mener à des arrêts de conduite là où les patients auraient espéré pouvoir continuer de conduire. Alors, des fois ici, il y a un petit peu de jeu là, ici, mais ce que votre neurologue vous dit, c'est ce qui va finalement être la détermination. Okay. Finalement, d'autres situations particulières. Si les crises surviennent chez un patient qui a l'épilepsie, lorsque le médecin a changé votre médicament et que là, malheureusement, on a diminué votre médicament ou on l'a remplacé par un autre, et là, il y a eu une crise, puis là, on a décidé, OK, bon, ben, on va retourner au vieux traitement. Mais là, l'interdiction de conduite, qui aurait normalement été de 6 mois, elle est de 3 mois. Mais ça, c'est seulement quand le médecin l'a fait. Si vous décidez que vous n'avez plus besoin de votre anticonvulsivant et que vous l'arrêtez de vous-même, puis là, après, vous avez le contrôle, une fois qu'on le reprend, là, malheureusement, c'est 6 mois. Donc, il devrait y avoir une note dans le dossier avant et après la crise expliquant ce qui s'est passé. Et finalement, si jamais les crises sont survenues dans des circonstances exceptionnelles où il y avait une autre maladie qu'on comprend très bien et qui normalement ne devrait pas se répéter chez un patient qui prend normalement bien ses traitements, ben là, l'interdiction ne serait pas nécessairement de 6 mois, mais elle pourrait être de 3 mois. Par exemple, un patient qui fait, par exemple, une gastro-entérite, se met à vomir, ne peut pas prendre ses médicaments pendant 1 jour, fait une crise, pas quelqu'un qui fait régulièrement des gastro-entérites, cette personne-là pourrait avoir le droit de conduire après seulement 3 mois. Mais tout ça, c'est toujours à vérifier avec votre neurologue et d'avoir une entente avec cette personne, avec votre neurologue. Donc, c'est ça que j'avais à dire au sujet de la conduite. Donc, on passe aux remerciements ici. Donc, on voudrait remercier l'Association québécoise de l'épilepsie et le support financier de la Banque TD. Et si vous voulez être inscrit au prochain symposium, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à l'écran. Donc là, je pense qu'on ouvre à la discussion. Je crois, Marc, vous voudrez dire